Merci beaucoup d'être venu. Aussi, enfin, ouais, d'être venu. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julia Lassenfelder. Je suis dans l'école Waldorf et je suis en train de faire le bac. Et j'ai organisé une présentation dans le cadre du CAS sur l'alimentation, enfin adaptée à l'homme. Et pour ça, j'ai contacté Fares Achour, qui est un ostéopathe diplômé de l'école de Paris et qui était éducateur d'hygiène naturelle. Et j'ai organisé cette présentation car elle me tient beaucoup à cœur. Et c'est parce que l'alimentation, enfin, en cherchant et en connaissant plus la physiologie de l'homme et l'alimentation, ça a beaucoup changé ma vie. Et donc je vais laisser Fares Achour présenter sa conférence. Et je voulais vous dire encore à la fin, n'hésitez pas à manger et feuilleter dans les livres si ça vous intéresse. Et merci à Fares Achour encore d'être venu à la conférence. Merci Julia. Voilà. Donc, je reprends un peu ce que a dit Julia. Je suis diplômé d'école d'ostéopathie de Paris. Je suis conseiller de santé naturelle et éducateur d'hygiène naturelle. Bon. Si vous voulez un peu en savoir plus sur l'hygiène naturelle, j'en toucherai 2 mots à la fin. Parce que c'est très intéressant. C'est un art de vivre, c'est un mode de vie que j'ai choisi de suivre pour maintenir ma santé. Maintenir ma santé pourquoi ? Dans l'objectif d'atteindre un état de plénitude et de béatitude le plus élevé qui soit. Donc il y a une part de philosophie, il y a une part de science qui font que on arrive à trouver une juste conduite pour vivre correctement. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus tard, n'hésitez pas. Vous connaissez Steve ? Tout le monde connaît Steve ou pas ? Bien sûr. Ok. Même ceux qui ne le connaissent pas le connaissent. D'accord. Bon, étant donné que Steve est un professeur de philosophie, je pense ne pas me tromper en disant que la vie devrait être vécue simplement. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que j'entends par vivre simplement ? Dormir. À quel moment on doit dormir ? La nuit. La nuit. Ok, très bien. Pourquoi on dort la nuit ? Parce que... Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Alors, vous voyez, en fait, c'est très simple. Le matin, qu'est-ce qu'on fait ? On se réveille. On se réveille. Ok, c'est très simple aussi. Et qu'est-ce qu'on fait donc dans la journée ? On travaille à l'école Waldorf. On travaille à l'école Waldorf, on s'active. On mène toutes sortes d'activités. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça aussi, c'est vraiment très très simple. Lorsque vous avez soif, qu'est-ce que vous faites ? Très simplement. Ouais. Et il n'y a qu'une seule personne qui sait ça, en fait. Bon, là encore, c'est vraiment très simple. Même un enfant peut tout à fait comprendre ça. Lorsqu'on est fatigué, on se repose. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très simple. Lorsqu'on a envie d'entrer en communication avec notre entourage, avec nos amis, nos voisins, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est d'aller voir ces personnes et puis on discute, on se salue, on passe de l'énergie dans le mouvement. Voilà, donc on active la matière. Et ça, ce sont des choses, des échanges qui se font très simplement. Lorsque l'enfant a grandi dans le ventre de sa mère, lorsque cet enfant a grandi dans le ventre de sa mère, il a pris petit à petit forme. Et il a pris forme grâce à des éléments nutritifs, de l'oxygène que sa mère a pu distribuer de ses intestins vers le sien. Bon. Et ça s'est fait extrêmement simplement aussi. Très simplement. Et ensuite, il est sorti du ventre de sa mère. Et à ce moment-là, ça a été certainement un cadeau, une vraie joie. Et ce genre de choses aussi a été vraiment très simple, très simplement ressenti. Bon. Ensuite, il y a eu autre chose qui s'est manifestée. On a
certainement, probablement, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le cordon ombilical a été coupé à ce moment-là, et il y a eu une séparation physique. Tandis que pendant 9 mois, cette relation était vraiment intime, était toujours continue, durant 9 mois. Et puis ensuite, il y a eu une première séparation physique. Malgré cela, le bébé est toujours resté au contact de sa mère. Et pour la simple et bonne raison, c'est qu'il a fallu le nourrir. Déjà sur le plan matériel. Il a fallu lui apporter encore les éléments qui servaient à sa constitution et qui, par la suite, ont fait qu'il est devenu plus grand. Bon. Et comment cela lui a été apporté? Cela lui a été apporté grâce au lait maternel. Et comment? Par le sein. Vous voyez, là encore, c'est vraiment quelque chose qui est très simple en soi. Le bébé est arrivé à s'alimenter parce qu'il a reçu du sein de sa mère le lait maternel, un produit qui contient tous les éléments qui ont permis à cet enfant de grandir et de se constituer. Enfin, tout du moins si la mère a réussi à l'allaiter jusque-là. Mais alors, ce que vous pouvez percevoir, c'est que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous dis, des choses qui vous paraissent banales, courantes en fait, toutes ces choses-là font que on peut remarquer effectivement, et plutôt assez objectivement, que la vie est assez simple. Ok? Bon, si on décide de mener une vie compliquée, ou bien si cette vie compliquée nous l'a été imposée, c'est que il y a eu peut-être à ce moment-là quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement, ou bien un manque d'intelligence, un manque de simplicité. On s'est compliqué. On s'est compliqué la vie et avec ça, maintenant, on se complique notre quotidien. Et c'est ce qui fait que, nous arrivons à être de moins en moins en bonne santé. C'est ce qui fait que la maladie se transforme en pathologie et la pathologie nous amène dans les abîmes. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'après, on se retrouve avec des personnes qui sont malades autour de nous sans que l'on sache pourquoi. Mais en réalité, au départ, pourquoi les gens sont malades? C'est parce qu'ils ne réfléchissent pas à comment elles entretiennent la vie. Comment vivre, tout simplement. Donc, comment essayer de retrouver cette simplicité? Non. On a choisi de vivre d'une certaine manière et on se complique beaucoup les choses. Et par conséquent, alors, au quotidien, on construit finalement quelque chose de fragile qui nous mène vers les abîmes, qui nous mène vers la maladie. Bon. À partir de cet instant où on a compliqué les choses, et on a commencé à le faire dans l'alimentation, on a constitué petit à petit la maladie en nous. Ce n'est pas la seule chose qui fait que nous soyons malades, mais en tout cas aujourd'hui, les problèmes d'alimentation, que ce soit de la malnutrition ou bien de la suralimentation par exemple, pour ne citer que ça, font que nous construisons petit à petit, jour après jour, notre maladie et notre pathologie. Bon. Vous voyez, des choses très simples, on est arrivé à un moment donné où une fois qu'on a quitté le sein de notre mère, tout est devenu super compliqué. Et on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va manger? Et pourtant, je marche, je respire un air qui est simple aussi, qui devrait être pur. Bon, il est un peu pollué, mais qui devrait être pur. Je devrais dormir à telle heure chaque nuit, enfin chaque jour. Je devrais me lever le matin, être en forme. Je devrais avoir la joie tous les jours. Tout ça, ça me paraît simple, mais par rapport à mon alimentation, je ne sais pas quoi manger. On me dit de manger des légumes, on me dit de manger des fruits, de la viande, des céréales, des féculents, d'autres produits qui sont transformés. On me dit de consommer du sel, on me dit de boire et de consommer des produits laitiers. Et d'autres personnes me disent de faire tout l'inverse, de ne rien consommer de ça. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut manger? Vous voyez, ça commence à être compliqué. La question, on en arrive à celle-ci. Qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce que l'être humain doit manger? Pourquoi? Pour conserver la santé. Et puis, pour toujours vivre correctement et maintenir cette joie en vous. Ok? Pourquoi vous devez avoir la santé?
Mais c'est tout simplement pour vivre, pour continuer à vivre, pour aimer, continuer à faire ce que vous aimez de faire. C'est ça qui importe. Et c'est comme ça qu'on apprécie la vie. Vous voyez, ça aussi c'est très simple. Alors normalement, puisque toutes les autres choses, tout ce que je viens de dire, c'est très simple, pourquoi notre alimentation doit être, elle, compliquée? Il y a bien quelque part quelque chose qui fait qu'elle devrait être simple après s'être sevrée du lait maternel. On devrait pouvoir se tourner vers des produits qui soient également très simples à consommer. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Pourquoi il faut rechercher là quelque chose et ensuite essayer de combiner tout ça pour essayer de trouver un certain équilibre entre les choses? Il y a quelque chose qui ne va pas. Y a-t-il des produits que l'on consomme et qui ne devraient pas être consommés par l'homme? C'est possible. C'est possible. Et y a-t-il des produits que l'on ne consomme pas et que l'être humain devrait consommer absolument? Ça c'est possible aussi. Voilà. Alors, essayons de voir déjà, commençons par comprendre ce que c'est un aliment. On va commencer déjà simplement, on essaye d'être plus simple. Mais avant cela, j'aimerais vous dire déjà 2-3 mots sur la santé. Qu'est-ce que c'est la santé? C'est important de savoir qu'est-ce que c'est la santé. À chaque fois que l'on me dit la santé, tu sais Fares, la santé c'est l'absence de maladie. La santé c'est être bien dans sa peau, et puis de se sentir en forme, avoir une bonne vitalité, etc. Ok, très bien. J'entends tout ça. Sauf que pour moi, ce n'est pas ça la santé. Pour moi, ça, ce sont des effets qui concernent une personne en bonne santé. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas de maladie, effectivement, vous avez la santé, mais ça ne rend pas compte, ça ne définit pas ce que c'est véritablement la santé. Vous avez tout simplement une absence de maladie, et c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est la santé? La santé, c'est le fonctionnement normal et naturel de l'organisme. Voilà, c'est ce qui fait que tous les organes et tous les systèmes qui composent ce même organisme, fonctionnent correctement et en harmonie, ensemble. Donc c'est ça, la santé. La santé, c'est donc cette harmonie fonctionnelle entre les organes et les systèmes de l'organisme. Ok? Bon. C'est important de bien comprendre ça parce que l'alimentation permet le maintien de cette même santé. L'alimentation est un facteur important, on parle beaucoup d'alimentation. Mais le sommeil, c'est aussi un facteur important. Et si vous ne dormez pas correctement ou bien trop peu, vous allez percevoir des changements sur votre alimentation. Ou même vous allez avoir un comportement différent. Vous voyez? Donc, sommeil et alimentation sont très liés ensemble. On parle beaucoup d'activité physique liée à l'alimentation. C'est vrai, ça aussi, c'est un autre facteur important. C'est un facteur qui va surtout avoir une conséquence sur nos quantités alimentaires. Bon. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a certains facteurs qui sont liés entre eux et qui font la santé, qui la préservent, qui la conservent, qui la renforcent, etc. etc. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est un aliment? Une fois qu'on comprend ce que c'est la santé, on sait un peu mieux ce que c'est un aliment. Un aliment, c'est tout simplement, pour commencer, pour vous donner une définition basique, c'est tout simplement un produit qui maintient la santé. Donc c'est un produit qui maintient l'harmonie fonctionnelle entre les organes et les systèmes de l'organisme. Voilà. Ça signifie quoi? Ça a beaucoup de sens quand je vous dis ça. Pourquoi? Parce que quand on comprend ça, on comprend qu'un aliment ne doit pas nuire. Ça doit nous épanouir, mais ça ne doit pas nuire. Ok? Donc, ça doit maintenir ce bon fonctionnement entre les organes et les systèmes, mais en aucun cas, ça devrait amorcer un déséquilibre. D'accord? Alors, peut-être que vous consommez des produits qui amorcent des déséquilibres, et auquel cas, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Donc, il y a des produits que vous consommez probablement, qui font que ce déséquilibre, que cette harmonie est brisée. À quoi sert aussi un aliment? En dehors du maintien de la santé, ça sert à nourrir, ça sert à constituer le corps.
le corps physique. Ok? Donc, ce sont les deux choses qui vont être utiles dans la recherche d'une alimentation qui est appropriée à notre espèce. C'est-à-dire nourrir d'abord et maintenir cette harmonie fonctionnelle dans l'organisme. Et tout cela, on le retrouve dans les laits maternels. Le lait maternel apporte les éléments qu'il faut pour construire, pour nourrir le petit corps du bébé, et en même temps, puisqu'il ne peut pas être autonome sur ces systèmes, il est obligé de faire avec certains éléments que la mère donne à ce moment-là, à savoir des hormones, des électrolytes, des enzymes, des acides aminés, des minéraux, vitamines et bien évidemment toutes sortes de sucres, des graisses aussi. Voilà, donc le lait maternel, on peut voir à travers le lait maternel que c'est un aliment plutôt complet. Pour l'enfant, de 0 à 3 ans, 4 ans en moyenne, ça convient très bien à sa constitution. Et en fait, il ne réclame pas d'autre chose si, bien évidemment, cet enfant est bien éduqué. Bon. Mais, bien évidemment, nous ne sommes pas forcément dans un idéal tout le temps. Et il arrive que le lait maternel ne suffise pas, ou bien que la mère, à ce moment-là, n'a pas suffisamment de lait, ne maintient pas suffisamment le système de lactation pour apporter le lait en temps et en heure jusqu'à 3-4 ans pour le nourrir correctement. Alors, du coup, là, ça devient un problème. Comment nourrir l'enfant? Comment nourrir le bébé à cet âge? Bon. Je ne vais pas forcément discuter de ça maintenant, parce que on pourrait je pourrais m'étendre sur 1 heure, 2 heures. Entrant dans la définition un petit peu plus précise de ce que peut être un aliment. Alors, qu'est-ce qu'un aliment? Un aliment est un produit naturel destiné à nourrir une espèce vivante. Un aliment renferme des éléments nutritifs que l'espèce vivante peut s'approprier, sans s'empoisonner, pour garantir la croissance, le développement et le bon fonctionnement de l'organisme dans son intégralité. Donc voilà ce que c'est la définition biologique d'un aliment. Voilà ce qu'en sciences hygiénistes, en sciences de la santé, on donne comme définition à un aliment. Et quand j'entends produit naturel, ça signifie un produit qui correspond à notre nature. Et comme nous sommes nous-mêmes le produit de la nature, ou que nous faisons partie de cette même nature, ça sous-entend par là que si nous donnons à nos enfants, ou bien à nous-mêmes, à notre corps, des produits qui sont transformés, qu'ils soient cuits, qu'ils soient raffinés, peu importe, à ce moment-là, le corps aura beaucoup de mal à assimiler le produit en question. Donc, pour qu'un aliment destiné à notre espèce soit assimilé correctement, il faut pour cela que ce produit reste à l'état le plus brut possible, afin que le corps le reconnaisse comme étant bon pour lui, ou bien à écarter. C'est la seule manière que vous pouvez, la seule manière, on va dire, qui est la plus évidente pour vous de reconnaître si un produit est fait pour vous ou pas. Alors, je ne sais pas, vous savez que nous sommes une espèce hétérotrophe. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, hétérotrophe? Oui? 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 Non? Ok. Vous avez des espèces qui sont autotrophes et des espèces hétérotrophes. Les espèces autotrophes, ce sont par exemple le monde végétal. C'est le monde végétal qui, à partir du minéral, arrive à obtenir les éléments, à les transformer pour se constituer. Et ça fonctionne grâce à la photosynthèse. Bon. Donc le monde végétal a cette capacité de soutirer à partir du monde minéral les éléments pour les transformer en éléments organiques. Et ces éléments minéraux, ce sont des éléments inorganiques qui, grâce ensuite
aux actions, aux processus des végétaux vont transformer ces éléments en organiques. Cependant, les hétérotrophes, comme nous, donc c'est-à-dire principalement le monde animal, n'a pas cette capacité de soutirer les éléments inorganiques du sol, du minéral, pour les transformer en éléments organiques. Il est obligé de passer par les végétaux ou bien par les animaux pour faire en sorte de prendre les éléments organiques qui constituent ces mêmes tissus végétaux ou animaux afin de les incorporer, afin de les assimiler. Et ça, c'est une première reconnaissance de la part du corps. Donc lorsque vous consommez du sel, eh ben, le sel de table que vous mettez dans votre assiette ne peut pas être assimilé. Pourquoi? Parce que c'est un minéral que vous rajoutez à vos aliments, et ce minéral fait qu'il ne peut pas être assimilé par le corps parce que nous ne sommes pas en mesure, comme je vous l'ai dit, d'assimiler des éléments qui soient inorganiques. Alors, là c'est déjà une première chose importante, c'est que le sel que vous mangez au quotidien, n'étant pas assimilé, et n'étant pas assimilable par notre corps humain, nous n'avons pas à le consommer. Et par conséquent, vient d'autres questions, comme par exemple celle-ci, où est-ce qu'on pourrait donc trouver du sodium sous forme organique, ou bien de l'iode sous forme organique? Donc quels sont les aliments organiques qui renferment en eux ces éléments-là? Voilà. Donc ça, c'est en général, les personnes qui manquent de sodium et d'iode se posent cette question. Alors, on va les trouver où? On peut les trouver dans le poisson, par exemple, mais aussi dans certains végétaux, dans certains légumes, comme le céleri. On peut également les trouver en très petite quantité dans les fruits. Ok? Donc, il y a certains produits que vous consommez qui ne sont pas appropriés à l'être humain, du tout, et qui ne sont pas arrangés dans la catégorie aliments. Ça tombe bien, ce ne sont pas des aliments. Vous consommez d'autres choses. Je vais vous laisser ensuite me questionner par rapport aux produits inappropriés, mais vous consommez par exemple du café, de l'alcool, du thé, des tisanes, vous consommez du chocolat par exemple. Ces produits-là, étant donné qu'ils sont transformés et qu'ils ne sont pas à l'état naturel produits par la nature elle-même, eh bien, seront considérés par le corps comme étant non des aliments, et donc inassimilables en tant que tels. Bon, mais vous consommez ces produits-là non pas pour vous nourrir, mais pour vous stimuler, pour rechercher un effet, que ce soit pour avoir un peu plus d'énergie, vous réveiller, ou bien une certaine euphorie. C'est ce que fait l'alcool et le chocolat, par exemple. Donc, certaines personnes consomment ces produits-là pour ressentir certains effets. Mais pourtant, le système digestif a été conçu par la nature elle-même dans un seul but, comme je l'ai dit, recevoir des aliments, c'est-à-dire quoi? Nourrir et maintenir la santé du petit être qui se développe. Voilà. Ok? Donc, pour l'espèce animale vivante, animale entre parenthèses, mais pour l'espèce vivante, un élément doit être au minimum le produit de son environnement, perceptible facilement et naturellement, accessible facilement et naturellement, vitalisé et vitalisant, c'est-à-dire qu'il renferme en lui une certaine énergie vitale qui va nous être apportée grâce à cet aliment et qui va servir ici aux cellules, disponible avec la qualité nutritive la plus élevée qui soit, et doit correspondre aux besoins journaliers de l'espèce vivante concernée. Bon. Alors, je continue. Les besoins journaliers de l'être humain sont en moyenne 90% de glucose, 5%, alors 5 à 10% d'acides aminés, 3% d'acides gras, 3 à 5% d'acides gras, 1% de minéraux organiques, et là c'est plutôt 1 à 3%, et 1 à 2% de vitamines, d'oligo-éléments, d'enzymes, d'électrolytes, etc. Voilà.
Alors, quels sont les produits que l'on retrouve dans la nature qui contiennent cela? Pourquoi 90% de glucose? Parce que les cellules ont besoin de sucre pour fonctionner. Donc on a besoin d'apporter une certaine quantité de sucre à notre corps pour que les cellules continuent à vivre comme elles l'entendent. Et si on souhaite que notre santé soit maintenue, vous devez absolument faire en sorte que ces 90% de glucose au moins soient présentes dans vos repas au quotidien. À partir de là, si ce n'est pas le cas, il peut y avoir bien des problèmes. Et chez les personnes, par exemple, qui ont une dépression, si celle-ci se manifeste en l'espace de quelques jours, quelques semaines, c'est parce que, très certainement, il y a une carence en sucre. On parle beaucoup de la carence en protéines, on parle beaucoup de la carence en acides gras, oméga 3 par exemple, minéraux organiques, vitamines, etc. Mais on ne discute pas du tout de la carence en sucre. C'est étrange. Et on va même jusqu'à dire que le sucre est mauvais pour la santé. Ah oui, bah peut-être que non. Peut-être que le sucre est plutôt bon pour la santé. Par contre, il y a une manière de le consommer. Donc, quels sont les produits qui contiennent ces besoins nutritionnels journaliers dans leur ensemble? Et la raison pour laquelle, même dès le plus jeune âge, vous avez aussi en bouche un bec sucré et que vous avez volontairement, que vous avez envie des produits qui sont sucrés d'une manière naturelle, et aussi la raison pour laquelle le lait maternel est lui-même sucré, en grande partie, bien qu'il a des corps gras, eh ben, c'est parce que notre espèce est faite pour consommer des produits qui sont eux-mêmes sucrés et qui sont le produit elle-même de la nature. Et ces produits-là, ce sont les fruits. Voilà. Alors notre espèce est peut-être une espèce finalement qui n'est pas si omnivore que ça. En tout cas idéalement, ou bien à l'origine. Peut-être qu'aujourd'hui on consomme toutes sortes de produits, mais peut-être qu'on ne consomme pas forcément les bons produits, et comme je le dis, on ne consomme pas nécessairement les produits les plus importants qui soient. Bon, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que scientifiquement, et c'est prouvé, si nous n'avons pas ces besoins nutritionnels au quotidien, eh bien la santé dépérit. Alors, c'est bien que il y a bien une relation de quantité, de choses qui est importante finalement avec les fruits. Et même si on peut penser que l'être humain est un omnivore, tandis que moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'il est plutôt un frugivore, malgré cela, peu importe ce que vous mangez aujourd'hui, vous devriez songer à avoir des produits évidemment naturels dans votre assiette, en tout cas le plus possible, mais des produits qui sont destinés à vous combler sur le plan nutritionnel au quotidien, à savoir une quantité de fruits assez importante. Que vous mangez des céréales, du poulet, de la viande, des produits laitiers à côté, en plus petite quantité, bon, soit. La majorité doit se trouver dans les fruits. Je vais m'arrêter ici en fait, parce que j'aimerais vous laisser parler. Je pourrais continuer. Je pourrais parler des herbivores, je pourrais parler des carnivores, je pourrais parler des granivores également, et faire une comparaison d'anatomie et de physiologie avec notre propre espèce, pour vous démontrer en fait que nous sommes véritablement adaptés à manger essentiellement des fruits. Bon, est-ce que ça signifie que nous devrions manger que cela? Je ne dis pas ça. En tout cas, nous n'avons pas les conditions pour nous satisfaire uniquement que de fruits. Ok? Mais j'aimerais qu'on discute par contre des produits qui sont peut-être consommés et qui ne sont pas du tout appropriés. Donc nous pourrions parler de céréales, nous pourrions parler de viande, de noix, et puis de d'autres produits, pourquoi pas. Je vous laisse la parole.
céréales, on pourrait parler des céréales, parce que avec Yulian on a parlé aussi. Ouais. Les céréales pourraient avoir un effet qui n'est pas si positif qu'on l'imagine. Ouais. Alors, regardons un peu plus près les céréales. Qui consomme des céréales ici? Ah, toi consomme. Je consomme du riz. Je pensais que tu mangeais des fruits. Ah oui. Ouais. Alors là. Je consomme du riz. Du riz blanc. Je vais parler pourquoi. Enfin, je vais exprimer la raison. Ok, donc C'est hyper bon. un peu plus de la moitié des personnes qui sont dans la salle consomment du riz. Des céréales, pardon. À l'état naturel, si vous cherchez à consommer des céréales, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le faire, ça pose problème. Hein. C'est pas facile à mastiquer. À côté d'un fruit, lui, c'est très simple de le mastiquer. Hein. Là encore une fois, on retrouve cette simplicité. Hein. C'est bien pour ça que je parle de simplicité de vie, hein, des os. D'avoir un bon mode de vie pour vivre très simplement. Mais les fruits, quand ça croque sous la dent, c'est très simple à broyer. C'est très simple à mastiquer, il n'y a pas de problème. Par contre, les céréales, si on ne les transforme pas un minimum, que ce soit par un moulin, pour les réduire en farine, ou bien que ce soit par la cuisson vapeur, on a toujours des problèmes pour consommer les céréales. Et en général, on n'arrive même pas à consommer une poignée entière de céréales. Pourtant, une fois que c'est cuit, on peut se resservir une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères, et là, on sent qu'il n'y a pas trop de difficultés pour digérer les céréales. En tout cas, les mastiquer, c'est sûr. Malgré cela, les céréales, si elles ne sont pas transformées, sont indigestes à l'état naturel. Et si c'est indigeste en soi, c'est parce que, tout simplement, l'être humain n'est pas adapté sur le plan physiologique pour consommer des céréales. Prenez les granivores ici. Les granivores ont un gésier qui permet de broyer les céréales naturellement afin de les mouler pour ensuite tirer les éléments nutritifs de ces produits. Voilà. Et ça, rien que déjà de ça, cette comparaison avec les granivores fait que notre espèce, n'ayant pas ce gésier broyeur, n'a pas la possibilité donc de digérer correctement les céréales à l'état naturel. Et la nature a tout prévu quelque part. Elle a prévu de mettre les moyens, les outils en place chez certains êtres vivants, tandis que d'autres, non. Voilà. Donc, ça, sur le plan naturel, c'est une première raison pour laquelle les céréales ne sont pas adaptées à l'être humain. Parce que nous n'avons pas les moyens de pouvoir digérer ces produits et d'assimiler les éléments nutritifs qu'ils renferment. Admettons donc que l'on passe par la cuisson. Je vous fais remarquer que la cuisson, il n'y a que nous, en tant qu'espèce vivante dans la nature, qui pratiquent la cuisson. Aucun autre être vivant, que ce soit chimpanzé, gorille, ou bien carnivore, ou je sais pas, orang-outan, ce que vous voulez, aucun ne passe par la cuisson. Aucun ne s'est dit, je vais construire une casserole, ou bien je vais acheter une casserole au supermarché, et puis je vais commencer à me préparer des céréales comme les êtres humains. Voyons un peu, parce que ça a l'air de sentir bon, je vais essayer de faire la même chose qu'eux, je vais essayer de faire du pain. Bon, il faudra plus qu'une casserole. Mais, en tout cas, il n'y a que nous qui transformons nos aliments, les aliments naturels, ou bien des produits de la nature, en des produits que l'on essaye de rendre à peu près consommables. Malgré cela, malgré le fait que l'être humain consomme aujourd'hui des céréales, et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Autrefois, avant la révolution agricole qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et qui a continué dans toute la partie du XIXe jusqu'à maintenant, autrefois on n'était pas autant. Autrefois on était l'équivalent de 1 milliard, je crois, quelque chose comme ça. Et en l'espace de 200 ans, il y a eu une explosion. Bon, pour 2 raisons. Bon,
La première, c'est parce que les gens se sont mis à consommer davantage de céréales. Or, les céréales, vous savez ce que c'est? Vous savez à quoi ça sert pour la nature? Les céréales, ce sont des semences. Les céréales, c'est la première production dans une forêt. C'est la première production, la première étape qui va permettre à la nature de déployer ses graines pour ensuite faire en sorte que d'autres végétaux par la suite prennent le dessus et se développent. Et pour ce faire, elle compte sur les animaux, principalement. Voilà. Elle peut compter aussi sur les insectes, mais principalement les animaux qui vont prendre ces semences, les transformer par la digestion, par la consommation, et ensuite rejeter les graines un peu plus loin par rapport à la plante là où elle les avait constituées, ces mêmes semences. Donc, pour qu'une forêt se développe, on a besoin d'avoir une première étape où il y a des céréales. Et une fois que les céréales ont participé, ont permis donc la constitution des semences et que les animaux ont éparpillé ces mêmes semences, à ce moment-là, la forêt devient de plus en plus grande et les céréales disparaissent. C'est pour ça que dans les forêts, vous ne voyez aucune céréale. Par contre, dans les champs, à chaque fois que vous laissez un champ en jachère, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se développe à ce moment-là? Des plantes, des fleurs de toutes sortes, mais avec cela, une quantité de graines très importante, une quantité de semences importante. Bon. Donc les semences, les céréales, ce sont la même chose. Et à chaque fois qu'on en consomme, ça crée de gros troubles. À quel niveau? Au niveau endocrinien. Donc ça perturbe quoi? Le système endocrinien. Tout le système hormonal, toutes nos glandes sont fortement perturbées par l'ingestion régulière de semences, des céréales d'une manière générale. Et qu'est-ce que ça va perturber grandement, là encore, les glandes génitales. Oui, parce que ingérer une semence, eh bien, ça vient ensuite bien perturber notre propre cycle de production de nos propres semences. Et c'est ce qui fait que, par exemple, hommes et femmes ont toujours, dans certaines contrées, dans certaines régions, ont toujours donc une libido qui est très élevée parce que ces personnes-là consomment régulièrement des semences. Encore une chose intéressante pour vous les femmes, les règles, les menstruations. On vous dit que c'est normal. On vous dit que le cycle menstruel est quelque chose de tout à fait normal, que ça arrive chez toute femme, etc., etc. Et c'est un mensonge, c'est faux. Le cycle menstruel peut disparaître tout à fait. Et pour ce faire, il suffit quoi? Il suffit d'arrêter la consommation des céréales complètement. Et vous verrez que plusieurs mois par la suite, lorsque vous aurez perçu donc un changement physiologique, après avoir arrêté la consommation de céréales, les règles deviendront de moins en moins abondantes, déjà d'une part, et de moins en moins douloureuses, jusqu'à finir par disparaître quasiment. Voilà. Cette personne là-bas, qui filme, a arrêté la consommation de céréales, elle n'a plus de règles aujourd'hui. Bon. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi les choses se passent comme ça? Parce que les céréales, en détériorant largement le système digestif, produisent une quantité de purine, de putréfaction, de fermentation qui finit par intoxiquer, encrasser le corps. Non seulement cela, mais en plus de ça, cela stimule très fortement les glandes génitales qui vont, chez la femme, manifester la création d'un ovule. Qui dit à ce moment-là production d'un ovule, dit ensuite, dans cette même période, arrivée des règles. Arrivée des règles. Pourquoi? Les règles se manifestent parce que lorsque l'ovule, à ce moment-là, descend et produit,
lorsqu'il descend dans la trompe de Fallope pour rejoindre l'utérus, à ce moment-là, le corps cherche à faire un grand nettoyage pour faire en sorte que la nidation se prépare. Et c'est pour ça que les règles paraissent. Lorsque cette nidation n'a pas lieu, eh bien, le corps jaune finit par tomber. Voilà. Et c'est comme ça que les règles se terminent. Bon. Mais en tout cas, qu'est-ce qui produit l'apparition des règles chez la femme? C'est d'abord la création de cet ovule, ovule qui a été créé parce qu'il y a une stimulation à partir de produits céréaliers ou d'autres produits encore, comme par exemple le chocolat ou certaines personnes qui consomment des rhizomes, comme le curcuma, le gingembre, ce genre de produits. Donc, ces produits-là contiennent en eux des substances qui sont toxiques pour l'être humain, mais qui vont favoriser l'apparition des ovules par stimulation. Bon, je pourrais approfondir cela, mais je vais rester assez basique. Si vous avez d'autres questions par la suite, je n'aimerais pas m'étendre. Je termine par rapport aux céréales. Mais en tout cas, c'est une très belle expérience que de vivre l'arrêt des consommations des céréales pour voir comment se comporte le corps par la suite. Et chez les femmes, c'est une des preuves flagrantes que les céréales ne sont pas faites pour être consommées par l'être humain, une autre parmi tant d'autres. Et lorsque moi je recommande aux femmes de toujours d'arrêter les céréales pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien qu'est-ce qui se passe? Hop, une réduction des règles automatique. Et avec ça, douleur en moins, règles moins nauséabondes pour le coup. Quoi d'autre? Moins de bouffées de chaleur, moins d'énervement, moins d'excitation, moins d'agressivité, etc., etc. Oui, vous devriez vivre correctement, vous aussi les femmes. Vous en avez tout à fait le droit. La nature a fait ce qu'il faut aussi pour vous. Et vivre simplement et dans la joie, ça passe par le fait de vivre une vie sans douleur. Bon, alors, si vous savez cela, expérimentez ça. Ça vaut le coup. Toutes les céréales, mais j'ai 2 questions en fait. Toutes les céréales sont mauvaises parce que j'ai entendu dire que par exemple l'épeautre, le sarrasin, enfin qu'il y en avait qui étaient moins pires que d'autres, entre guillemets. Ça c'est ma première question. Et deuxième question, qu'est-ce que tu penses du café? Ok. Je pense du café. J'en ai parlé du café juste avant, mais je vais encore en parler. Non mais la conférence n'avait pas eu lieu, donc c'est vrai qu'il y a des céréales qui sont moins pires que d'autres. Bon. Toujours est-il que quand vous essayez d'aller vers ces céréales sans outils, par vous-même, comme vous êtes, peu importe les céréales que vous essayez de consommer, vous ne serez jamais véritablement comblé. Voilà. Moi, je ne trouve aucune joie à manger une céréale à l'état naturel. Bon. Par contre, lorsqu'il s'agit d'aller vers un fruit, oh là là, qu'est-ce que c'est simple! On va tout simplement le cueillir ou le ramasser s'il est à terre, on le met à notre bouche et là c'est divin. On a l'impression d'être vraiment comblé, d'être vraiment nourri. Bon, il y a quelque chose. Essayez de vous nourrir d'un morceau de poulet ou d'un morceau de viande rouge, peu importe. Là, c'est compliqué déjà. On n'a pas forcément le même équipement que les carnivores. Donc, vous comprenez que là encore, la nature a mis en place des choses pour certaines espèces et puis d'autres en sont privés. Est-ce que ça signifie qu'il faille passer pour autant par des outils? Ça, c'est la solution de facilité. Mais bon, en tout cas, pour en revenir aux céréales, oui, il y a des céréales qui sont moins pires que d'autres. Il y a des céréales qui n'occasionnent pas les mêmes dégâts. Et bon, vous connaissez probablement les méfaits du gluten. Voilà. Les céréales qui sont dépourvues de gluten sont généralement plus digestes et posent moins de problèmes au corps. C'est tout à fait normal parce que les céréales en soi sont très protéinées, beaucoup trop riches en protéines. Et le gluten est une protéine, ou un corps, un ensemble de protéines. Bon. Mais lorsque vous réduisez cette quantité de protéines, qui est beaucoup trop excessive dans les céréales, eh bien, la céréale en question devient plus digeste, elle est beaucoup moins encrassante.
Et qu'est-ce qui encrasse en général les voies génitales chez la femme? C'est cet excès de protéines. Qu'est-ce qui constitue la plus grande toxémie chez l'être humain? C'est l'excès de protéines, avec cela l'excès d'acides gras, principalement. Bon. Mais en tout cas, oui, il y a des céréales que l'on peut, par la transformation, par la cuisson, consommer en petite quantité. Et on n'éprouve ici aucun problème. C'est le cas pour l'épeautre, c'est le cas pour le sarrasin ou le blé noir, c'est le cas aussi pour le riz blanc. Ces produits-là sont plutôt dépourvus d'une grande quantité de protéines. Mais par contre, ils contiennent beaucoup d'amidon. Bon, lorsque vous passez par la cuisson, cet amidon est transformé en sucre, et là, c'est beaucoup plus digeste. Voilà, ça répond à la première question. Ok. La seconde question, par rapport au café. Le café, vous savez, c'est une graine. Ça vient du caféier. Vous avez aussi le cacao. Le cacao, c'est une graine également. Bon, ça vient du cacaotier. Je parle aussi en même temps du chocolat, parce que c'est très, très comparable par rapport au café. C'est très proche en réalité. Ces deux produits, lorsque vous essayez de les consommer à l'état naturel, déjà d'une part, ce n'est pas aussi attirant qu'un fruit, visiblement. Or, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit que ça ne veut plus. Voilà. Oui, il s'est mis en veille. Bon, j'ai dit qu'un aliment, ça doit être aisément perceptible. Ça signifie quoi? Ça signifie que ma petite mangue là que j'ai là, ou ma grosse mangue que j'ai ici, ok, de loin, par leur couleur, par leur forme, tout naturellement, vous serez attiré par eux. Si on les met dans la nature, si on les met à un arbre, la nature étant d'une certaine couleur, vert boisé, etc., les fruits qui sont rouges, qui ont une couleur chaude, ce sont généralement vers ces produits que vous allez vous diriger. Voilà. Or, les graines, généralement, elles sont, vous savez, protégées. Elles sont protégées soit par une coque, soit par une espèce de peau où il peut en contenir plusieurs, un petit peu comme les petits pois ou les haricots, etc. Donc, les graines de cafetier et de cacaoyer, eh bien, se trouvent eux-mêmes dans des coques. Tout comme les noix. Les noix se trouvent dans des coques. Bon, ce n'est pas forcément attirant à la vue. C'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas destiné à l'être humain. Bon. Mais malgré tout, on en consomme. On consomme ce genre de produits. Alors, l'argument comme quoi ce n'est pas attirant, ça ne suffit pas, bien évidemment. Ensuite, il y a d'autres arguments, on pourra en parler, je pourrai en parler après si vous voulez, mais ça ne suffit pas à prouver, on va dire, objectivement, scientifiquement, le fait que ce produit est fait pour nous ou pas. Malgré tout, c'est déjà un premier test réussi. Bon. Là où le cacaotier, où les graines de cacao et de cafetier échouent. Mais en fait, c'est un test qui est déjà satisfaisant. Si, à la vue, il n'y a rien qui ne satisfait, alors à ce moment-là, c'est pas fait pour nous, c'est sûr. Pourquoi le café pose problème? Pourquoi il est mauvais pour la santé? Vous allez avoir toutes sortes d'études aujourd'hui. Toutes sortes d'études qui vont prouver soit que le café est mauvais pour la santé, mais beaucoup plus qui vont prouver le contraire. Qu'il est antioxydant. Qu'il est antioxydant, qui nous permet d'avoir de l'énergie, qu'il booste, etc. Le chocolat, c'est pareil. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas non plus sans savoir qu'il y a des lobbies très puissants qui vendent du café et du chocolat. Bon, on peut supposer que peut-être ces études sont orientées. Bon, on peut le suggérer, malgré tout. Pourquoi moi je suis d'avis que le café est plutôt délétère pour la santé, et sans même passer par des études. Bon, je vous ai déjà donné quelques indications pour reconnaître un aliment qui est fait pour vous ou pas. Ok? La nature, je vous l'explique, a bien prévu tout cela. Et ça devrait être simple.
En dehors des petits tests de reconnaissance que l'on peut faire grâce au sens, il y a les effets que peuvent produire le café sur nous. Mais malgré tout, lorsque vous consommez une graine de cacao ou de café en bouche, vous pouvez percevoir quoi? Un goût qui est très très amer. Et ce goût qui est très très amer, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il renferme en lui des substances que le corps ne peut pas assimiler et qui sont en réalité toxiques pour lui. Donc à chaque fois que vous avez en bouche un produit qui est très très amer, généralement les personnes qui boivent du café, notamment la première fois, ne peuvent pas se passer de mettre un sucre, généralement. Donc à chaque fois qu'on a un produit très très amer, c'est encore un signe que le produit naturellement n'est pas fait pour nous. Quelles sont ces substances toxiques? Qu'est-ce qui fait cette amertume? Vous avez des catégories de substances toxiques dans la nature, des alcaloïdes, des brûlants, des piquants, des acides, etc., etc. Les amers, généralement, ça appartient à plusieurs catégories. Mais pour le café et le cacao, c'est la catégorie des alcaloïdes. Or, les alcaloïdes sont des substances toxiques qui irritent et déstabilisent la santé dans l'être humain. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des produits qui sont utilisés par l'organisme pour nourrir et maintenir la santé. Donc, je vous ai cité des éléments que le corps utilise pour constituer le corps et le maintenir en bonne santé, et les alcaloïdes n'en font pas partie. Ils ne font pas partie de ces vitamines, minéraux, acides gras, acides aminés, électrolytes, enzymes. Ils ne font pas partie de ces choses-là qui vont permettre au corps de se maintenir, de se développer en restant en bonne santé. Donc les alcaloïdes, comme ils ne sont pas utilisés par le corps, ils vont être à ce moment-là chassés le plus rapidement possible. Et dans cette élimination rapide, dans cette détox, alors vous avez peut-être entendu parler du terme détox, ok? On parle de détox, moi je parle de détox, pourquoi? Parce qu'il y a eu une intox avant, ok? Puisqu'il y a eu une intoxication, et une intoxication par voie orale ici, le corps va chercher à éliminer ce qui l'a empoisonné, ce qui l'a intoxiqué, en passant par une désintoxication. Voilà. Et ça passe par quoi? Quels sont les effets sur le corps à ce moment-là? Vous avez une loi, on a une loi en hygiène naturelle qui dit, ce qu'on appelle la loi de la dualité des effets, qui dit que une fois que l'on a une cause qui a été produite, manifestée, on en tire des conséquences par la suite. Or, le café produit un effet qui est double ici. Lorsqu'on ingère le café, on a un effet effectivement de stimulation, un effet coup de fouet, qui fait qu'on va se sentir bien, mais par la suite, on a un autre effet, un effet où on va se sentir plutôt troublé, dans le sens où de la fatigue va se présenter, mais également des maux de tête. Ou bien encore, on va avoir des mictions, c'est-à-dire que l'on va aller uriner de manière plus régulière, de manière anormale en fait, c'est-à-dire que notre passage aux toilettes va être plus conséquent que si on ne consommait pas de café. Et ce n'est pas uniquement parce que le café contient de l'eau avec, mais c'est parce qu'il contient bien des produits, des substances ici, que le corps ne désire pas, étant donné que cela irrite à la fois ses organes et ses systèmes. Le café, quels effets vous pouvez avoir avec le café encore? Vous pouvez percevoir que cet effet positif, lorsque vous consommez du café, eh bien s'estompe avec le temps. J'en reprends un. On double la dose. Donc, on ne boit plus une tasse, mais on boit 2 tasses. Et quand les 2 tasses, ça ne fonctionne plus, on prend une tasse en plus. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis on finit avec la cafetière. Voilà, une cafetière par jour, pour certains. Et on voit que, de plus en plus, on a du mal à sortir du lit sans son café. On se dit, oh là là, je ne peux pas me passer de café, il faut mon café, il faut que je prenne mon café pour me réveiller.
Mais à quoi vous a servi le sommeil? Pourquoi vous avez dormi? Mais c'est vrai ce que tu dis. C'est Oui. la première chose que je fais en me réveillant. Oui, Et je crois sais. que maintenant c'est descendu dans ma physiologie, c'est-à-dire que j'ai besoin de cet effet dont tu parles pour me réveiller. Eh oui, Et il y a une autre chose que je voudrais te dire, j'ai tout à fait conscience des effets négatifs que tu mentionnes. Simplement, c'est comme si en moi il y avait une sorte de dichotomie parce que j'aime vraiment ça. oui, Je je suis allée sais. en Italie, mais les petits ristretto, tu sais, je prenais ça comme ça, je me régalais quoi. J'aime vraiment ça. Mhm. Et le fait de savoir ça, les conséquences négatives et tout, ça se bouscule avec ma tête, avec oui, un vrai. J'ai l'impression que je peux me passer de tout sauf de café. Eh oui. Bon, après, je pourrais apporter des solutions, mais c'est pas forcément le sujet. Mais en tout cas, voilà les effets que ça produit. Ça produit pire encore, parce qu'une fois qu'il y a cette dépendance à ce produit, et ce n'est pas une bonne dépendance, parce que moi, si je mange un fruit, ou si vous mangez un fruit, quel méfait vous allez en tirer? Bon, pour certains fruits, peut-être une diarrhée, c'est possible, ça dépend des fruits. Mais en tout cas, ça va pas forcément aller plus loin. Ah si, pour des fruits qui sont acides et très acides, parfois vous pouvez sentir après en avoir trop mangé que la bouche peut piquer. C'est possible. Ou bien, si vous avez une fragilité au niveau du système digestif, vous pouvez ressentir quelques douleurs après avoir consommé des fruits acides. Alors il est préférable de consommer des fruits doux. Bon. Mais malgré tout, pour l'alimentation saine de l'être humain, un fruit vous suffit. Moi, par jour, je mange l'équivalent en moyenne de 2 mangues de cette catégorie. Mais s'il y a d'autres fruits, je peux très bien me passer de la mangue. Et s'il y a d'autres fruits qui me conviennent et qui sont bien mûrs, aucun problème. Je ne suis pas dépendant à ce produit. Je suis par contre dépendant à certains nutriments qui sont dans certains produits. Ça oui. Et ça c'est nécessaire pour maintenir la santé. Et puis pour développer du muscle, par exemple, une masse musculaire. Ok? Mais le café, le problème c'est que quand vous l'arrêtez, vous avez envie d'y retourner. En tout cas, les premiers jours, c'est ce que ça fait. Et quand vous n'y retournez pas, qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Oh, je veux mon café, je veux mon café. Et vous êtes sur les nerfs. Donc vous passez par un état d'agressivité. Et c'est là, en fait, que vous remarquez tous les symptômes d'une désintoxication du café. Tout ce passage de crise qui se passe à ce moment-là, c'est le corps qui lutte dans la demande en même temps pour recevoir quelque part son café, mais en même temps qui élimine toutes les substances toxiques qu'il n'a pas encore éliminées et qui sont délétères à ce moment-là. Et ça passe par un tas de symptômes qui vous met mal à l'aise. C'est tout à fait normal. Il y a à la fois le symptôme du manque et les crises de désintoxication. Voilà. Donc, on continue à consommer du café et à la fin, le problème c'est que non seulement on augmente les quantités, tandis que moi qui consomme mes mangues depuis des années, je reste toujours en moyenne à 2 par jour. J'ai pas augmenté, et puis si j'en ai pas, je vais vers d'autres fruits. Je me porte toujours bien. Pas de crise, pas de méfait, et pas envie non plus de consommer une mangue le matin en me levant. Je me réveille autrement. Je consomme pas de café. Mais je mange entre 11h et 13h. Voilà, c'est mon premier repas, c'est une mangue. Ça peut être des bananes plantains aussi. Ça m'arrive. Oui. Alors, question, parce que dans l'idée de la simplicité, c'est le rapport le plus naturel et immédiat avec la nature. L'idée de pouvoir consommer des fruits, on peut dire que ça marche quand je vis peut-être au Panama, comme Magali a vécu un certain temps. Mais quand maintenant on vit dans d'autres régions où les fruits ne sont présents qu'une partie de l'année, ou même dans certains endroits où l'hiver est peut-être prédominant et on a beaucoup moins de végétation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport spécifique de l'alimentation en fonction du lieu géographique, la zone géographique dans laquelle on se trouve? Ouais. Alors ça c'est une bonne question, une question que tout le monde me pose. Alors, forcément, évidemment, on devrait consommer ce qu'il y a dans notre environnement. D'ailleurs, je l'ai indiqué, c'est peut-être... ok, je l'ai indiqué ici. J'ai dit, pour l'espèce vivante, un aliment doit être au minimum le produit de son environnement.
Voilà, donc ça c'est une réalité. C'est sûr. C'est sûr qu'on doit faire avec les saisons. C'est nécessaire. Mais après, comme Steve a dit, le problème c'est qu'en hiver par exemple, eh bien, on n'a pas les produits de la nature comme on peut les avoir en été. Alors comment faire? Bon, quelque part, ce qui nous oblige à rester dans le milieu, l'hiver, hein, là où on est, quelque part, c'est l'entourage, c'est le travail. On est limité par certains devoirs. Ok? Si on veut continuer à vivre correctement, à avoir un salaire à la fin, on se sent contraint de rester là où on est et d'exercer donc toujours notre métier, voilà, comme à n'importe quelle saison. Bon, il faut savoir qu'autrefois, au Moyen Âge, comme 99% de la population était paysanne, les paysans ne consommaient pas ce genre de produits. Enfin, pardon, les paysans ne travaillaient pas. Et oui, parce que comme il n'y a rien qui poussait à ce moment-là, comme il faisait assez froid, ils n'avaient pas besoin de travailler. Bon, ils restaient au repos chez eux. Ok? Ils restaient au repos chez eux, et c'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, des légumes et quelques œufs les satisfaisaient complètement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent en hiver. Alors que, dans la nature, qu'est-ce que vous pouvez voir en hiver? Un repos total. Ou en tout cas, un repos qui est assez essentiel. La nature n'est pas du tout productive. À ce moment-là, il y a une conservation de ses forces. Or, lorsque vous l'observez bien, si conservation de ces forces il y a, ça signifie quoi? Ça signifie que normalement, tout naturellement, nous devrions faire comme elle. Nous devrions aussi nous conserver, nous reposer. Parce que l'hiver nous invite à ça. Qui n'avait jamais envie, au cours des années de travail, de rester chez soi, dans son lit en hiver, tout en sachant qu'il pleut, il neige, il fait froid, ça va être désagréable, on n'a pas suffisamment d'énergie, il faut prendre un café, etc. Voilà, donc on est plus tous ou moins passé par là, je pense, hein, en vivant ici. Mais toujours est-il que c'est un comportement qui n'est pas naturel, qui est anormal en soi. Donc comment faire? Comment faire lorsque finalement on n'est pas en accord avec ce que la nature nous propose? Bon, si on n'avait pas de toit, si on n'avait pas de chauffage, la nature nous imposerait de quitter les lieux, de partir vers des contrées plus chaudes. Parce qu'on n'a pas développé normalement notre fourrure. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, chaque année, moi, la fourrure ne pousse pas chez moi. Et elle ne me permet pas de vivre au Canada comme je le désire à n'importe quel moment de l'année. Donc, par contre, comme j'ai un instinct de préservation en moi, et que la culture humaine fait qu'un savoir s'est transmis de génération en génération, je me dis que je vais tuer quelques arbres pour me chauffer. Et puis, tant pis pour les arbres, mais voilà, je suis obligé, je suis contraint de passer par là. Si je veux rester dans le lieu, c'est pas du tout écologique. Je suis en pleine déforestation en tant qu'individu, mais si j'ai envie de travailler là où je vis, je suis obligé d'avoir un minimum la possibilité de me chauffer et de m'abriter. Bon. Donc vous comprenez bien qu'on est obligé de faire avec des artifices. On n'a pas le choix. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'alimentation. On est obligé à ce moment-là de cuire davantage des aliments en hiver pour pouvoir se réchauffer. Étant donné que lui, il est absent, il s'est barré au niveau des tropiques. Ou bien dans l'hémisphère sud. Donc, du coup, à ce moment-là, on se reporte vers des produits que moi je considère comme étant des produits de survie. Ce sont des aliments, ce ne sont pas des aliments adaptés à l'homme, ce sont des aliments adaptés à d'autres espèces. Et comme ce sont des aliments adaptés à d'autres espèces, si on reste en hiver ici, on est forcément dans la survie. C'est normal. Et c'est pour ça que l'être humain, en voulant rester ici chaque année, à toutes les saisons, a été obligé et est obligé de toujours dénaturer la nature elle-même et de faire en sorte de maintenir dans l'artifice un mode de vie qui ne convient pas à sa propre nature lui-même. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas se satisfaire de fruits à ce moment-là. On est obligé d'aller vers des aliments qui sont
principalement sous terre, principalement, ou bien qui sont au niveau de la terre, à savoir les noix, les pommes de terre, les patates douces, les choux, d'autres plantes par exemple, vers lesquelles on n'aurait finalement aucune appétence en temps normal si on était en été et qu'il y avait des fruits. On ne se dirigerait pas vers ces produits. Les fruits sont tellement simples, tellement légers. En été, on n'a pas envie de manger des pommes de terre nécessairement, ou bien de la viande, ou bien du fromage, etc. C'est beaucoup trop lourd. Bon. Mais en hiver, on va vers ces produits. Par contre, en allant vers ces produits, eh bien, on prend un peu plus de gras, on mange un peu plus protéiné. Et c'est pour ça que malheureusement, on arrive quand même à développer une perte de vitalité et avec ça, une maladie qui arrive. Alors vous avez tous certainement déjà eu un rhume, au moins une fois dans votre vie. Moi j'en ai eu au moins une fois dans ma vie. Voilà. Pourquoi? Parce que on dit que l'hiver, ou bien le début du printemps, vous savez, c'est là où le rhume explose, où les maladies hivernales, en fait, arrivent, se propagent. Oui, c'est normal, elles arrivent parce que tout le monde consomme les mêmes produits. Ce n'est pas une question de contagion ou de virus. Moi, je ne suis pas partisan du virus de la grippe. Ah oui, alors on parle du virus de la grippe, du virus qui mute chaque année et pour lequel il faut appliquer un vaccin pour contrer ce virus. Oui, mais bon, toujours est-il que moi j'ai changé mon alimentation et depuis, bien que tous les autres autour de moi aient un rhume, tous éternuent et puis peuvent avoir de la fièvre et des glaires, etc. et puis d'autres absurdités antiphysiologiques, et moi j'ai rien. Et après on me pose la question, mais comment tu fais, tout en sachant que moi j'ai ça, je leur fais même la bise. Ouais, c'est vrai, ma compagne, bon, on n'est plus ensemble, mais je l'embrassais alors qu'elle était malade. Voilà, je l'embrassais alors qu'elle était malade. Bon, là je suis avec une autre personne qui mange à peu près pareil que moi et qui n'a aucun rhume et qui n'a eu aucun rhume cet hiver, tout comme moi d'ailleurs. Mais toujours est-il que si chaque année, à la même époque, à la même saison, j'avais consommé les mêmes produits que d'autres personnes mangent, j'aurais déployé, manifesté ce même rhume que toutes les autres personnes ont. Pourquoi? Parce qu'ils consomment des produits ici qui sont inadaptés, encore une fois, à la physiologie. Donc inadaptés au système digestif, inadaptés non seulement pour lui, mais pour tous les autres systèmes, et qui vont venir alors congestionner les organes de la respiration, par exemple. Ah, vous avez déjà vu peut-être des bébés s'alimenter de trop de lait, et puis tousser. C'est normal parce que le lait va venir congestionner au niveau de la zone pulmonaire, et prendre le foie aussi au passage. Donc si vous consommez des céréales, des produits laitiers, vous pouvez être sûr que vous allez toujours avoir le nez qui coule et puis vous allez être enrhumé, même parfois en été. Alors surtout si vous consommez céréales et produits laitiers en été. Voilà. Et ça, c'est pas dû à un virus. C'est dû à des aliments qui sont inappropriés pour l'espèce humaine. Et toutes sortes de maladies comme celle-ci, des maladies qui sont vraiment portées sur le plan physiologique, sont généralement dues à une alimentation qui est inappropriée. Alors pour le café, faites attention parce que en partie, les tremblements Parkinson, c'est dû au café, par exemple. Il y a d'autres raisons à cela, mais les tremblements, les sauts d'humeur, la nervosité, étant donné que les substances du café viennent irriter constamment, régulièrement, quotidiennement le système nerveux, ça le détraque. Et c'est ce qui fait que, on a une perte de contrôle sur nos membres, sur notre manière de nous exprimer, notre manière d'être, notre manière de nous comporter. Donc, si vous avez des personnes qui prennent du café, en général, ils fument pour se détendre, parce que le café énerve, et puis ils fument pour on se relaxe. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui boivent et du café et qui fument. Voilà, les deux combinés. Donc, bon. Et parce que moi sinon elle va partir en fait en dépression, notre Magali. Quand on a
quand on a consommé sous cette forme, on va dire, un peu inadaptée par rapport à notre organisme, c'est une Oui. forme qui crée des pathologies, en combien de temps il faudrait pour purifier l'organisme, pour qu'il retrouve une certaine santé pour l'avenir? Ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes, ça dépend de la situation dans laquelle vous vivez. Là encore, ça dépend de d'autres facteurs. La maladie, elle n'est pas nécessairement constituée uniquement par l'alimentation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes qui vous disent que toutes les maladies proviennent de nos intestins. Alors c'est vrai que les intestins, c'est très important. Bon d'accord. C'est pas plus important que le cœur, c'est pas plus important que le foie, ni l'estomac, ni les poumons. Bon, on n'en parle pas beaucoup de ces organes-là, et pourtant, les poumons sont peut-être à faire prévaloir sur les intestins, parce que les poumons, c'est eux qui traitent ce qu'il y a quand même de plus important pour les cellules, l'oxygène. Les poumons dysfonctionnent, il n'y a plus d'oxygène, alors vous mourrez. Mais en tout cas, comment revenir à la santé? Vous faites l'essai pendant 30 jours, vous arrêtez un produit et vous voyez les effets que ça a sur vous. Si ça a produit un regain de la vitalité et avec cela une meilleure santé, une meilleure forme, une meilleure énergie, ça prouve bien que ce produit n'est pas fait pour être consommé, en tout cas pour vous, c'est sûr. Mais ensuite, en hiver, quel comportement adopter par rapport aux aliments? Parce que généralement on se dirige beaucoup en hiver quand il fait froid vers les graisses et les produits protéinés. Donc on mange beaucoup de gras et beaucoup de protéines. Je pense que vous l'avez remarqué, hein. On va beaucoup plus vers ça. Donc, quelle attitude avoir à ce moment-là? Idéalement, quitter le pays. Idéalement, aller dans d'autres zones, des régions plus chaudes. Prenez vos vacances en hiver. Ne prenez rien entre le printemps et l'automne. Et prenez vos vacances ici pour pouvoir donc consommer une meilleure alimentation. Et en plus de ça, ça sera plus écologique et plus économique pour vous, je vous le garantis. Ça, c'est la manière idéale, idyllique, si je puis dire. Si vous avez cette possibilité, faites-le. Si vous ne l'avez pas... Pardon, Fares, il faut qu'on y aille. Il n'y a pas de problème. Merci pour tout, c'était super. Je vous en prie, au revoir. Donc, si vous ne l'avez pas, par contre, cherchez à vous conserver. Cherchez à conserver votre énergie du mieux que possible. Parce qu'en hiver, vous pouvez déployer une énergie bien plus importante qu'en été. Énergie d'ailleurs que vous n'avez pas toujours. En été, vous en avez beaucoup plus. Pourquoi? Parce que lui est parmi nous. Le soleil est là. Mais en hiver, comme il n'est pas trop présent, vous devez absolument chercher à vous conserver, à vous mettre au repos le plus possible. Et à partir de là, on a un meilleur contrôle, on a une meilleure maîtrise sur ce qu'on mange également. Et forcément, plus on se repose, moins on dépense d'énergie. Moins on dépense d'énergie, plus la santé se porte. Parce que pour entretenir le bon fonctionnement des organes et des systèmes, il faut de l'énergie. Et si vous n'avez pas cette énergie, tout ça, ça se met pas en forme, ça fonctionne pas bien. Donc vous avez besoin d'une quantité d'énergie pour que la santé reste toujours maintenue correctement. Alors si vous dépensez cette énergie, si vous la dispersez à droite, à gauche, à travers diverses activités, déjà si vos activités professionnelles vous coûtent beaucoup, n'allez pas faire une activité physique à côté, hein. Sortez juste, prenez l'air, en automne-hiver c'est satisfaisant, parce que sinon vous allez avoir des perditions d'énergie qui vont vous amener à... le corps viendra vous dire, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de dormir davantage. Et vous allez ensuite lui répondre, oui mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps de dormir correctement. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger en grande quantité à côté. Et des produits qui sont très riches en protéines, très riches en gras notamment, ou bien beaucoup de féculents. Voilà, c'est généralement ce que l'on consomme. Donc, il faut penser à se reposer, il faut penser à se conserver. C'est vraiment très important. C'est bien plus important que n'importe quelle activité que vous faites. Le repos, c'est, dans la nature, l'une des premières formes qui soit. Et en fait, ce principe de conservation dans un centre d'inertie peut être observé dans la nature partout. Dans le tronc des arbres, chez les plantes, dans le noyau,
dans le noyau des fruits par exemple. C'est là que contient les forces vitales, le capital vie. En nous, dans le plan physique, c'est au niveau du bassin. En fait, c'est au niveau de la colonne vertébrale, une bonne protection, et au niveau de la moelle épinière que sont maintenues nos forces. Mais à ce niveau-là, nos forces physiques. Tandis que ça sera ailleurs sur d'autres plans. Je parle du plan astral, c'est le plan sentimental. Les forces qui sont maintenues à ce niveau-là, c'est dans le cœur. Parce que l'amour, c'est une force, par exemple. Vous avez, dans la culture hindoue, vous avez les 7 chakras qui sont disposés et représentés. Eh bien, chaque chakra correspond à un plan. Et dans le plan physique, le chakra qui se trouve donc au niveau du nombril, donc au niveau des intestins, sur ce plan-là, c'est là où sont maintenues nos forces physiques. Voilà. Donc c'est très important de bien comprendre qu'il y a des points d'inertie, des centres où sont maintenues les forces, où elles sont conservées en chaque être. Et comme nous avons différents plans, et sur ces différents plans nous pouvons nous exercer, alors il faut bien comprendre qu'il y a des points d'inertie sur chaque plan où sont conservées des forces vitales qui vont être utilisées d'une manière bien différente. Bon. Mais ça, c'est vraiment très important de bien saisir cela parce que c'est ça qui fait tout, c'est ça qui nous permet la conservation de notre vitalité, la conservation de nos énergies. Plus vous vous entretenez avec ce point d'inertie, plus vous restez au repos, mieux vous conservez vos forces. Bien évidemment, il faut s'activer, mais il faut s'activer de manière intelligente, de telle sorte à ce que vos forces ne soient pas perdues. Parce que lorsque vous vous activez, vous déployez ces forces et puis vous utilisez de l'énergie. Si vous avez de l'énergie en vous, vous avez besoin de force pour que cette énergie soit utilisée. Parce que c'est la force qui va vous permettre d'utiliser cette énergie lorsque cette force est déployée d'un point A à un point B, au cours d'un mouvement par exemple. Okay ? Et pour cela, vous devez ensuite repasser par le repos pour récupérer ces forces. C'est pas pour récupérer l'énergie. L'énergie, on la récupère durant le sommeil. C'est pour ça que l'on dort. On dort pour régénérer l'énergie que l'on a déposée au quotidien. Ok ? Donc l'énergie qui est dépensée, elle est perdue. Et on l'a dépensée lors de l'activité. Par contre, les forces, elles ont été déployées comme un tapis rouge que l'on déploie lors d'un festival, sur lesquels marchent des stars. Ben c'est pareil. Là, ensuite, lorsque le tapis rouge a été déployé, il faut le replier, il faut le ramener. Les forces, c'est pareil, c'est la même chose. On va récupérer les forces durant le repos. Alors, si vous perdez vos forces vitales, qu'est-ce qui se passe ? Le potentiel vital, votre capital vital, il diminue petit à petit. La vieillesse qui arrive. Donc, vous ne pouvez pas maintenir votre longévité de cette manière. Ok ? C'est vraiment très important de bien le comprendre. Bien comprendre que l'inactivité, l'inaction devrait être dans votre quotidien en quantité plus importante que les dépenses d'activité. C'est très important de saisir ça si vous voulez vivre longtemps. Voilà. Et bien entendu, il y a des choses qui amplifient les forces, des choses qui font grandir les forces en vous. Mais c'est un autre sujet. Est-ce que tu pourrais peut-être dire quelques mots sur l'eau et aussi en liaison avec les épices L'eau en soi, c'est un élément naturel, un élément qui est nécessaire à la vie. Ah oui, moi j'ai oublié de vous dire, je ne bois pas. Je ne bois pas d'eau. Voilà, vous avez un être devant vous qui ne boit pas d'eau. Vous avez en fait une deuxième personne qui ne boit pas d'eau qui est là-bas. Je ne bois pas d'eau. On dit au grand public de boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Moi, je trouve la meilleure eau, la plus pure qui soit, dans les fruits, dans les végétaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que vous consommez plus de fruits, vous avez moins soif, vous avez moins envie de boire. Malgré cela, il y a des personnes qui se suralimentent, entre guillemets, qui se surhydratent en buvant trop d'eau. Et ça aussi, c'est mauvais, parce que c'est un excès. Bon. Donc, pour les personnes qui boivent de l'eau, si jamais vous consommez certains produits qui manquent d'eau, parce qu'en général, les produits qui sont transformés ne contiennent pas beaucoup d'eau, en tout cas pas l'eau suffisante pour nous hydrater correctement.
l'eau qui nous hydrate véritablement, encore une fois, je vous ai parlé de forme minérale, c'est pas celle que vous allez trouver sous la forme minérale, donc sous la forme d'un liquide comme ça dans la nature. Alors effectivement, ça va vous hydrater pardon, sur l'instant. Bon, mais en fait cette eau, le corps ne va pas l'assimiler, il ne va pas l'incorporer à sa structure, à ses fonctions, à son organisme. Bon, alors comment être bien hydraté en consommant de l'eau malgré tout? Cette eau-là, vous pouvez être très très bien hydraté en la trouvant dans les fruits, dans les légumes. Voilà, et notamment dans les produits qui ne sont pas transformés, que vous pouvez consommer comme ça. Là, vous pouvez être sûr que vous pouvez avoir une eau qui est la plus pure qui soit, hein, parce que aujourd'hui, je sais pas comment sont les sources au Luxembourg, peut-être qu'elles sont mieux entretenues qu'en France, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'en France, elles sont toutes contaminées par des pesticides, par toutes sortes de polluants, médicaments, etc. Donc, elles sont toutes empoisonnées, ces eaux. Alors, la plus pure qui soit comme eau se trouve dans ces produits. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que cette eau, elle est vitalisée. Elle est vitalisée comment? Elle est vitalisée grâce aux minéraux organiques qui sont dans ces produits, vitalisée grâce aux vitamines, et puis aux électrolytes, aux enzymes, à tous ces produits qui sont combinés aux molécules H2O. Et cette énergie circule à travers le produit qui est ici. Bon. Comment elle est vitalisée? Par le soleil, grâce aux rayons du soleil. Les rayons qui pénètrent font que, grâce aux minéraux, cette énergie est maintenue dans le produit. Nous aussi, nous sommes des êtres vitalisés. Nous sommes encore mieux que ça. Nous sommes des êtres vivants. Bon, et qui dit être vivant, dit forcément être vitalisé. Seulement, les fruits, les légumes, surtout les fruits. Bon, les légumes, alors quand je dis les légumes, je ne pense pas nécessairement à la plante, parce que la plante c'est un être vivant, mais les fruits n'est pas vivant. Il n'a pas ses fonctions vivant, il n'a pas ses capacités. Mais par contre, il a bien une énergie vitale, tout comme la plante, l'animal peut avoir lui-même une énergie vitale. Ok? Donc c'est un produit qui n'est pas vivant mais qui est vitalisé. Et puisqu'il est vitalisé, il permet de maintenir nous aussi notre vitalité, étant donné que ce qui fait qu'il va être bien assimilé par le corps, c'est parce qu'il va y avoir une correspondance entre vitalité du produit et nous-mêmes. Voilà. Bon, je ne peux pas parler trop de ça parce que c'est assez compliqué, c'est assez technique. Je pourrais parler de taux vibratoire entre aliments et puis corps pour comprendre d'autres choses, mais c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà la meilleure eau que vous pouvez trouver. Et je peux vous garantir, vous faites l'essai, 30 jours, 60 jours, mangez principalement des fruits et des légumes. Vous allez voir que vous aurez moins soif et vous pourrez remarquer par la suite que vous ne consommerez plus d'eau. Ça c'est vrai, déjà d'une part si vous consommez suffisamment de fruits et de végétaux, de verdure. Et c'est vrai également si vous ne vous empoisonnez pas avec des aliments inappropriés. Donc si vous mangez trop de céréales, si vous mangez un peu trop de viande, un peu trop d'épices ou d'autres choses, si vous buvez de l'alcool par exemple, là vous allez ressentir une soif qui va s'exprimer. Pourquoi? Parce que le corps a été intoxiqué. Et puisque le corps a été intoxiqué et qu'il a besoin d'éliminer ce qui l'a intoxiqué, à ce moment-là, il lui faudra de l'eau. Donc il lui faudra un liquide pour chasser ces substances irritantes. Et donc il fera appel à une certaine quantité d'eau. C'est pour ça qu'il déploie la soif. Bon. C'est OK pour l'eau? Sur l'eau? Non. Je parle des épices. Alors, les épices. Aliments appropriés pour l'homme ou pas? Les épices, si vous avez bien suivi mon raisonnement, on serait d'accord pour dire que les épices ne sont pas des produits qui sont appropriés pour l'homme. Bon, je prends l'exemple du piment. Des piments, vous en avez de toutes sortes. Vous avez des variétés différentes.
Le piment en soi, on considère ça comme une épice. Et pourtant, lorsqu'on le met en bouche, c'est pas très très appréciable, hein. En tout cas, il faut pouvoir l'ingérer. Bon, donc le piment, déjà, rien que par le goût, même si sa forme est intéressante, même s'il est attirant à la couleur, etc., même si on peut le prendre à la main facilement, une fois en bouche, ça brûle. Bon bah là, encore une fois, c'est un petit détail qui n'est pas de la moindre importance, un petit détail qui vous fait comprendre que ce produit n'est pas du tout adapté à votre physiologie. Pourquoi? Parce que sinon, il ne vous brûlerait pas la bouche. Voilà. Bon. Allez, on va prendre quoi encore comme autre produit? Je vais prendre le gingembre. Alors le gingembre, tout le monde connaît, je pense. Un produit, c'est une racine, bon, un rhizome, qui pousse sous le sol. Bon, déjà, il faut le trouver, hein, parce que les fruits, ça pousse au-dessus. Alors c'est facile d'aller vers le fruit, mais le rhizome, faut creuser, hein. Bon, est-ce que vous avez, comme les chiens, les carnivores, des outils pour creuser? On n'a pas ces outils, hein, pour creuser, vous voyez, il faut... Donc, le rhizome, malgré tout, on le sort de terre. Vous le mangez, vous le mâchez. Ben, c'est pas non plus super agréable de mâcher du gingembre comme ça, hein. On est d'accord. Bon, vous avez toutes sortes de produits. Je pourrais prendre le curcuma, par exemple, identique au gingembre. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore? Qu'est-ce qu'il y a comme épice? L'ail. Ah oui, l'ail. L'ail, c'est pareil. L'ail, c'est pareil. On peut identifier ça, par exemple, par rapport au piment ou par rapport à l'oignon. Là encore, vous voyez une réaction de la part de l'organisme par rapport à l'ingestion de ces produits. C'est encore plus vrai par rapport à l'oignon. L'oignon, qu'est-ce qu'il possède en lui? Il possède des substances qui vous prennent l'essence directement lorsque vous l'épluchez. Ben là c'est aussi un signe, l'air de rien, comme quoi c'est inapproprié. Quelles sont ces substances? Quelles sont ces substances? Que ce soit... Non, les substances du piment, c'est un peu différent. Ce sont des substances toxiques brûlantes. Tandis que comment dire, les substances présentes dans l'ail et le piment sont sous forme d'huile volatile et appartiennent à une autre catégorie que les substances du piment. Donc du coup, L'ail et l'oignon. ail et oignon, oui, ail, oignon, ciboulette, poireau, ces mêmes produits sont de la même famille en réalité et ils contiennent tous une quantité d'huile volatile qui est irritante. Et celle-ci se dégage dans l'air très facilement lorsque vous épluchez votre oignon. Dans l'ail, c'est beaucoup plus concentré, donc ça ne s'évapore pas aussi facilement. Par contre, lorsque vous mangez de l'ail cru, là, vous voyez le résultat. L'ail cru, d'ailleurs, quand on la gère, ça pique en bouche, c'est vrai, mais ensuite, on a une haleine qui est vraiment malodorante. Bon, avec les fruits, c'est pas le cas, hein. Avec les fruits, vous n'avez pas ce problème. Bon, quand vous ingérez de l'ail, votre corps sent l'ail. Et il se dégage une odeur, faut supporter, hein. Voilà, faut supporter donc les personnes qui mangent de l'ail. Mais il y a des personnes qui mangent de l'ail. Bon, après on les salue, mais de loin. Voilà. Mais du coup, les produits qui sont adaptés à l'homme, à l'être humain, homme avec un grand H, sinon. Les produits qui sont adaptés à l'être humain, ce sont des produits qui ne produisent pas ce genre d'effet. Nous n'avons pas un corps qui est nauséabond par la suite, nous n'avons pas non plus des flatulences, des rôts, nous n'avons pas non plus une mauvaise haleine, nous n'avons pas la bouche qui est emplâtrée, qui est pâteuse lorsqu'on se réveille. Nous n'avons pas tout ça grâce aux fruits. Nous n'avons pas non plus des pellicules, nous n'avons pas non plus des pertes de cheveux, et nous n'avons pas non plus des problèmes de peau. Donc des allergies, ce genre de choses, etc. Des boutons qui paraissent. Avec le chocolat et les gras, et les produits gras, on a plein de boutons. Boutons d'acné. Vous voyez les adolescents? Les adolescents, on leur dit « Ah, c'est la puberté, c'est normal, c'est cet âge où les boutons sortent à ce moment-là. » Ah non, ces adolescents-là consomment tous des produits laitiers et du chocolat. Au moins ces produits. Peut-être un peu de charcuterie aussi. C'est ce qui fait que... plein de boutons partout, plein d'eczéma. La varicelle, chez les bébés, on vous dit quoi? On vous dit c'est un virus.
C'est un virus qui produit chez le nourrisson toutes sortes de pustules sur le corps comme ça. Bah non, non, non. C'est tout simplement soit un excès de lait, soit des produits qui sont apportés sous forme de bouillie comme les céréales, etc., ou bien des petits pots, qui fait que lorsque c'est consommé, eh bien le corps ne supporte pas ça. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il a des petits organes d'élimination encore, donc des petits poumons et des petits reins, eh bien c'est la peau qui prend ensuite le relais. Et le corps est obligé de rejeter tous les éléments qu'il ne peut pas rejeter grâce aux reins, aux poumons parce qu'ils sont surchargés de travail, il est obligé de les rejeter par la peau et aussi par les intestins. Bon, et voilà, et c'est là que ça sort, et ça sort partout. Alors c'est marrant, on dit que tout ça est dû à cause de certains virus. Bah non, moi j'ai connu certains bébés qui ont suivi une bonne alimentation, une alimentation qui était appropriée, qui n'ont jamais eu la varicelle, et certaines personnes qui ont été adolescentes aussi, qui n'ont jamais eu de boutons. C'est ainsi. Et puis, une jeune femme qui n'a plus ses règles. Bon, elle n'est pas en mauvaise santé, hein. Bon, elle manque de sommeil, peut-être un peu. Elle manque de repos. Mais elle n'est pas en mauvaise santé pour autant. Donc les épices, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore dessus? Les épices, à quoi ça servait? Aujourd'hui, on en consomme. C'est vrai que dans tous les plats, dans la cuisine d'une manière générale, hein, aux quatre coins du monde, on se sert des épices. Alors, il faut savoir que les épices ont été utilisées en premier lieu, en tout cas c'est l'histoire qui nous rappelle cela, elles ont été utilisées pour conserver les tissus des momies. Les Égyptiens les utilisaient pour conserver donc les tissus des rois, des dieux, qui étaient momifiés à ce moment-là. Et c'est vrai que, qu'est-ce qu'on remarque dans les épices? On remarque qu'ils conservent très bien les corps. Bon, il n'y a pas que, hein. Il y a le sel aussi. Le sel, c'est un très grand conservateur. Autrefois, il était utilisé pour ça. Sel et épices ont toujours été, depuis plusieurs milliers d'années, utilisés pour conserver donc les tissus, conserver la viande, conserver le poisson, etc., etc. Mais on n'a jamais prétendu utiliser les épices pour les consommer dans l'alimentation. Ça, c'est arrivé très récemment dans l'histoire de l'humanité. Donc, cela ne fait que 100 ans, 150 ans, vraiment à peine 100 ans, en fait, que l'être humain consomme des épices à travers l'alimentation. Et on consomme aujourd'hui bien plus qu'avant, parce que autrefois les épices étaient utilisées tout simplement pour rehausser les goûts lorsque les viandes faisandées étaient cuites durant des heures dans une marmite. Donc on mettait les épices pour rehausser des goûts. Voilà comment l'évolution s'est passée à travers les épices. Le sel, encore une fois, pareil, le sel n'était pas consommé autrefois. Les sels, c'était une denrée même rare, et qui explique la raison pour laquelle le sel était cher il y a quelques siècles encore. Aujourd'hui, c'est une denrée qui est consommée, qu'on retrouve sur toutes les tables pour rien du tout. Mais autrefois, c'était utilisé comme principe de conservation. Et le sel est très connu comme étant un conservateur de chair. On en retrouve dans tout ce qui est boîte de sardines, boîte de viande, etc., etc. Puis même d'autres produits encore. Donc voilà, donc à la base, le sel, les épices sont utilisés pour conserver les produits dans des situations où finalement l'automne et l'hiver se manifestaient. Ben oui, parce que là, il fallait bien trouver un moyen de pouvoir conserver ces produits, les produits qu'on cultivait en printemps et en été, pour pouvoir les manger automne et hiver. Étant donné que le monde paysan, et puis aujourd'hui même notre population, ne bouge pas beaucoup en automne et en hiver. Bon, est-ce qu'on s'est adapté naturellement? Non, on ne s'est pas adapté naturellement. On s'est adapté plutôt culturellement, de manière artificielle. Mais si on s'était adapté naturellement aux saisons froides, on aurait de la fourrure. Et puis on serait transformé en carnivore aussi, parce que comme rien ne pousse, on serait obligé de chasser. Voilà. Or, on est obligé d'utiliser des outils pour chasser. On ne peut pas faire ça naturellement. Donc c'est un principe culturel, un principe artificiel. On est obligé de transformer la nature pour pouvoir chasser. Mais on ne peut pas le faire naturellement. Bon.
Eh bien, les épices ont servi à ça, à conserver des produits qui ne poussaient pas à certains moments en hiver. Voilà. Bon, aujourd'hui, on les utilise. On les utilise dans l'alimentation. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lorsqu'on déterre des personnes qui sont mortes aujourd'hui, bah, leurs corps ont été conservés. Ils ne se décomposent même plus. Ah oui, parce qu'il y a tout un tas de sels et d'épices dans ces personnes. Et en plus de ça, probablement des molécules chimiques, médicaments, pesticides. Mais voilà, ça c'est vraiment important. Oh, juste au passage, je veux le faire remarquer, un produit qui est approprié à l'être humain, c'est quand même un produit qui est bio. Idéalement, si possible, bien évidemment, sans pesticides. C'est un grand thème, mais si l'aliment est là pour construire notre vitalité et pour maintenir la vitalité, comment expliquez-vous la mort? Alors, il n'y a pas que l'alimentation qui constitue le capital vital et qui le maintient. Il y a d'autres facteurs qu'il faut absolument respecter, s'entretenir avec au quotidien. Si on ne se repose pas, si on ne dort pas suffisamment, en l'espace de quelques jours, on est capable de mourir. Si on n'a pas accès à un air pur et qu'il est toujours empoisonné, il suffit de quelques années pour que nous dégénérons et que nous soyons morts. Bon. Le soleil, s'il n'était pas là, personne ne serait en vie. La vie ne serait pas ici s'il n'y avait pas le soleil. Donc, nous avons besoin de ces facteurs et d'une quantité de ces facteurs au quotidien pour pouvoir construire notre capital vital et le maintenir. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que nous avons besoin également d'une certaine part d'activité pour pouvoir développer ce capital vital et le préserver. Parce que si nous restons inactifs, si nous sommes sédentaires, et bien là encore, nous allons dégénérer. Et la maladie va arriver, la pathologie, la vieillesse, et puis voilà, bon, la mort, rapidement. Okay? Donc, nous avons besoin d'une certaine activité également. Donc, il n'y a pas que certains facteurs, certaines conditions. Nous avons besoin aussi d'être au contact de la vie. C'est très important. Si vous voulez améliorer, rehausser ou amplifier vos forces vitales et votre capital vie, vous avez besoin d'être au contact d'une certaine puissance de vie. Bon bah, déjà, la nature, si elle était préservée, ça serait une puissance de vie très intéressante. Bon, j'espère que vous avez accès près de chez vous à des forêts, à des coins qui sont préservés parce que c'est très important. Autre chose, en dehors de l'environnement, l'entourage humain. Parce que l'entourage humain, nous sommes un être qui est, enfin une espèce sociale, nous sommes également vecteurs d'échange, de communication, d'interaction. Et nous amplifions la vie en nous, et nous la maintenons par le fait d'interagir avec nos semblables. Après, il faut bien penser à interagir de manière intelligente, c'est-à-dire positivement, de telle sorte à ce que nous soyons tous remplis de joie après avoir interagi avec nos semblables, bien évidemment. Donc tout ça, tous ces facteurs sont essentiels pour maintenir la vitalité, la santé, pour développer le corps correctement. Voilà, il n'y a pas que l'alimentation. Alors, il suffit d'avoir un peu de stress, un peu ou beaucoup, peu importe, pour que votre alimentation diffère du jour au lendemain. Voilà, vous pouvez manger un plat de fruits et en être satisfait aujourd'hui, et le lendemain, il vous arrive quelque chose de catastrophique. Pendant 1 ou 2 jours d'ailleurs, vous n'allez pas manger, et puis bah, comme vous aurez le moral assez bas, bah, vous aurez envie de chocolat ou de crème glacée. Ça arrive à plus d'une personne, c'est une réalité, hein. J'exagère rien, hein. Donc vous voyez comment certaines situations, par rapport à ce que l'on vit, etc., peuvent complètement changer notre comportement d'une manière générale et notre comportement par rapport à la nourriture. Ah oui, tout ça, ça a un lien direct et ça a un impact direct avec notre régime alimentaire et notre manière de consommer les choses. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, avant d'être ici devant vous, il y a plusieurs années cela, de me sentir mal, très mal, et de me dire, bon bah moi le chocolat je suis pas forcément attiré par ça, quoique, allez,
je vais me faire 4 mousses au chocolat, et puis je vais me faire une bonne pizza. Et ça va me faire du bien. Et c'est vrai que sur l'instant, ça m'a fait du bien. Sur l'instant, pendant 30 minutes d'alimentation comme ça m'a fait du bien. Je me suis dit, waouh, c'était un vrai plaisir. Cette pizza remplie de pesticides et toutes choses dégueulasses, ça m'a fait vraiment du bien et j'en ai profité. Par contre, pendant plusieurs heures par la suite, j'en ai souffert. Mal dormi, flatulence, je me sentais super lourd, j'avais des sueurs. Ça n'allait pas du tout par la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça m'a fait du bien sur les 30 minutes que j'ai consommé ça. Alors, bon, après, je me suis dit, 30 minutes de plaisir pour 10 heures de mal-être, je ne sais pas si c'est une bonne idée de rester sur cet équilibre. Bon, j'ai refait ça pendant 10, 20 fois, 30 fois, la 31e fois, je me suis dit, bon, allez, on va recommencer encore. Et puis après, à partir de la 200e fois, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit, ça va très mal, je suis en train de souffrir et d'entrer dans un véritable état pathologique. Voilà. Parce que quand on ne règle pas certaines situations qui peuvent être perçues en fait dans le quotidien, si vous avez un problème avec quelqu'un, vous avez un problème d'amour ou de relation, de sentiments, etc. Oh là là, réglez-le rapidement. Parce que sinon ça va vous coûter très cher et vous allez très mal vous alimenter, très mal dormir, très mal vous reposer, faire n'importe quoi dans l'activité, vous surmener dans l'activité physique. Et puis ça, ce n'est que le plan physique, hein, que le plan matériel, hein. Ensuite, si on va sur d'autres plans, hein, mental, psychologique, enfin psychique, spirituel, etc., là aussi, il y a un désordre, forcément. Ok? Donc, tout est désordonné. Et comme tout est désordonné, on mange n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Alors, ça tombe bien parce qu'il y a la pizza en bas de chez moi qui est là, j'en profite. C'est superbe, c'est la solution de facilité pour me relaxer. Bah oui, tant que j'ai pas résolu mes problèmes sentimentaux, tant que j'ai pas résolu mes problèmes mentaux, que j'ai trop de pensées par exemple, tant que j'ai des conflits avec certaines personnes, avec ma famille, parce qu'en général, on a toujours des problèmes, ou plus ou moins des problèmes, avec notre famille, et c'est toujours compliqué de les résoudre. Ce n'est pas évident. Donc, tant qu'il y a ces problèmes-là, ça a un impact forcément sur notre état d'être et ça a un impact sur notre comportement avec l'alimentation. Et vous avez des gens donc qui se jettent sur l'alimentation, vous savez, les hyperphages ou bien les boulimiques, et qui entretiennent donc un comportement qui est anormal. Et comme ça perdure, ce comportement, on entre alors dans un état pathologique. C'est pour ça que on se retrouve chez des personnes qui sont hyperphages ou bien boulimiques ou anorexiques, peu importe, bref. On se retrouve donc avec des personnes qui n'arrivent plus à sortir de tels cercles vicieux ou bien à en sortir mais avec beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont tout simplement pas résolu les problèmes à l'origine de ces comportements anormaux. Comprenez? C'est pour ça que pour sortir de la boulimie, pour sortir de l'hyperphagie, de l'anorexie, etc., il faut absolument regarder les problèmes qui l'ont constitué à la base. Et ce n'est pas l'alimentation en tant que telle ici, ce sont des problèmes qui ont dégénéré après sur l'alimentation. Donc, ça remonte bien plus loin. Et c'est des problèmes qui sont liés sur d'autres plans, pas sur le plan physiologique, pas sur le plan alimentaire, donc sur des plans sentimentaux, sur les plans psychiques. Donc c'est sur des plans où il y a des conflits, où il peut y avoir des conflits avec soi ou avec d'autres personnes. Et c'est ça qu'il faut régler. Une fois que ça c'est réglé, les problèmes comportementaux avec l'alimentation disparaîtront par enchantement. C'est normal. Vous arrêtez de brûler une maison, de mettre le feu à une maison, la maison ne brûle plus. Ok? Encore une fois, avec la mort, je voulais plutôt dire je ne sais pas s'il y a ça, mais la mort naturelle. La mort naturelle. Après 20 ans, chacun meurt. Oui. Oui. Bon alors,
Ben, c'est vrai que la question se pose, ça, c'est une question de philo. Bon, qu'est-ce que la mort? Ok. Est-ce que la mort est naturelle? Est-ce qu'il est normal de mourir? Est-ce que l'être humain devrait mourir? Est-ce que les autres espèces vivantes devraient mourir également? Ok. Euh, la question de l'éternité, c'est compliqué. Bon, si j'en parle et si je parle d'un idéal de vie, on pourrait supposer que l'homme puisse vivre autant qu'il veut éternellement, peut-être. Ok. Mais ça, c'est très difficile à le percevoir. En tout cas, dans notre monde actuel, c'est impossible. Tout être vivant est mortel, jusqu'à preuve du contraire. Bon, cette question étant plus ou moins résolue, et il serait difficile de démontrer le contraire, je n'insiste pas. Par contre, là où ce serait intéressant maintenant d'avancer sur ce sujet, ou en tout cas de l'évoquer, ce serait plutôt comment maintenir notre longévité, comment vivre le plus longtemps possible. Si toutefois on accepte bien que la mort est naturelle parce qu'on la voit partout, admettons-le, si toutefois on accepte cela, on pourrait se dire, il n'est pas normal de vivre 70 ans, 80 ans. Certaines personnes s'arrêtent de vivre à cet âge-là. Elles meurent. Elles meurent généralement, oui, parce qu'il y a un état pathologique derrière. Alors, il y a des personnes qui ont vécu jusqu'à 100 ans. D'accord, c'est très bien. En tout cas, aujourd'hui, pour notre société actuelle, vivre jusqu'à 100 ans, c'est pas mal. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont vécu 120 ans, 130 ans, 140 ans. Alors, il y a d'autres personnes, même on dit qu'ils auraient vécu jusqu'à 200 ans et dépassé les 2 siècles. Bon, alors comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Ils avaient tout simplement toutes les conditions pour pouvoir y arriver. Ils ne travaillaient certainement pas comme nous aujourd'hui. Ils mangeaient certainement des aliments de qualité, sans empoisonnement. Ils avaient leur famille auprès d'eux. Ah oui, parce que je vous ai dit qu'il y a 2 choses qui faisaient que nous sommes 7 milliards aujourd'hui. Je vous ai parlé des céréales, du fait qu'on en mange beaucoup, et puis l'individualisation. 2 choses. Voilà, vous combinez les deux, passez de 1 milliard à 7 milliards. Voilà. Si on fait en sorte que l'individualisation disparaisse, que l'être humain se recontacte avec les siens, si on fait en sorte que l'agriculture intensive, en tout cas telle qu'elle est produite aujourd'hui, disparaisse également, on maintient les 7 milliards. Et puis probablement avec le temps, siècle après siècle, on reviendra à 1 milliard. Voilà. Voilà un problème résolu par rapport à la démographie actuelle. Bon, mais personne ne veut l'écouter. Il n'y a pas que moi qui le dis en fait, mais bon, c'est facile à comprendre. Toute cause produit des effets, et lorsqu'on s'occupe des causes et qu'on on règle le problème à l'origine, eh bien ces effets disparaissent. Voilà. Si on supprime les causes qui constituent la maladie, la pathologie, les effets disparaissent et on n'est plus malade. C'est facile à comprendre. Pourquoi utiliser des médicaments? Bon, on supprime des causes, supprimer les problèmes, et tout va bien. Même un enfant comprend ça. J'ai expliqué ça à un enfant, il m'a dit oui, c'est normal. Voilà. Après, il m'a posé la question, mais pourquoi on prend des médicaments? Et là, je lui ai dit, j'ai pas le temps. Mais bon, donc tout ça, c'est bête, hein. Mais pourtant, si on était intelligent, on se dirait, je fais ça qui est pas correct, je tombe malade, si j'arrête de faire ça, peut-être que je retrouverai la santé. Ouais, c'est logique, c'est simple, là encore. Mais en tout cas, on pourrait vivre longtemps. Et on pourrait vivre longtemps si on savait comment vivre intelligemment. Effectivement. Aujourd'hui, moi je considère qu'il y a des êtres, peu d'êtres en tout cas, qui vivent intelligemment, et une majorité d'êtres humains qui ont un gros potentiel entre eux, mais qui n'arrivent pas à se rassembler pour vivre intelligemment. Pourtant, on a tous une grande intelligence en nous. Alors pourquoi nous n'allons pas les uns vers les autres
et nous nous demandons, nous posons la question, comment mieux vivre? Comment faire en sorte que ce soit Steve, Yulia, toi, et puis vous, comment faire en sorte de mieux vivre? Comment on arrive à se libérer de certaines contraintes et qu'on se dise, ah là là, c'est beaucoup plus agréable de vivre comme ça. Il suffit de se rassembler, de communiquer, et puis de voir qu'est-ce qui nous permettrait de mieux vivre. Quelque part, ça nous pousserait à revivre en communauté, parce qu'autrefois, c'est ce qu'on était. L'être humain vivait en communauté, partout. Là où il était installé, il vivait en communauté. Ces communautés, c'était quoi? C'était des grandes familles. Ça date du 19e siècle encore. Vous retournez au 19e siècle, prenez une machine à voyager dans le temps, vous verrez des grandes familles, en communauté. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes là à vivre très difficilement, et en même temps très mal, parce que nous avons accepté de nous diviser quelque part, de partir à droite, à gauche pour le travail, pour d'autres raisons, bref, peu importe. Mais voilà. Et c'est comme ça que la vie est en train de périr, de dépérir. Voilà. On est en train d'abandonner petit à petit la vie en nous. Et c'est pour ça que nous vivons moins longtemps. Parce que notre famille, parce que certains éléments qui sont importants pour maintenir la vie ne sont pas présents autour de nous. Et bon, on parle beaucoup de l'alimentation. L'alimentation, c'est à bon dos. C'est bon, stop. Arrêtons de parler d'alimentation à un moment donné. Bon, je vous ai expliqué à peu près, vous savez ce que c'est un aliment, vous savez à peu près ce que c'est un aliment aussi approprié pour l'homme. On pourrait discuter de ces états de reconnaissance pour savoir vraiment cibler quels sont les meilleurs aliments pour l'homme, ça d'accord. Mais en tout cas, stop, l'alimentation ne fait pas tout. Il faut bien comprendre que ce qui importe, c'est de comprendre comment vivre de manière intelligente pour vivre correctement, pour vivre mieux. C'est ça ce que ça implique. Si on est à l'école aujourd'hui, toutes les personnes qui sont à l'école aujourd'hui, elles sont là pour avoir un futur qui leur permette de bien vivre par la suite. Bon, j'estime que dans toute école qui permet le développement, la croissance de l'être humain de telle sorte à ce qu'il puisse devenir un être exceptionnel, remarquable, qu'on puisse se dire « Oh là là, cette personne a réussi la vie », et dans toute école, on devrait expliquer comment vivre. À la base, une école, c'est quelque part fait pour ça. Bon, les parents devraient sortir de ces écoles, même avant d'avoir des enfants, parce que pour avoir des enfants, il faut bien éduquer et il faut être bien éduqué soi-même, parce que on tient, si on aime notre enfant, on tient à ce qu'il grandisse, ce qu'il s'élève, qu'il se constitue correctement. C'est la moindre des choses, parce qu'on veut qu'il vive en joie, qu'il réussisse sa vie. Réussir sa vie, c'est pas avoir un métier et puis se dire qu'on a une maison, un chien et puis tout va bien, etc. On a réussi sa vie, on a un super compte en banque, une montre en or, etc. Réussir sa vie, c'est être en bonne santé, avoir une bonne vitalité et surtout avoir la joie. Ok? Moi j'ai la joie tous les jours que je me lève. Pour le moment, j'estime réussir ma vie. Je gagne pas beaucoup, je gagne pas autant qu'un médecin, qu'un ingénieur, etc. C'est pas grave. En attendant, je vis bien. En attendant, j'ai la santé. En attendant, je mange des choses qui me font du bien. En attendant, je profite de la vie. Et je profite avec les personnes qui veulent que je sois aussi à leur côté. Et ça me fait plaisir que vous soyez là, parce que moi, je vous aime tous, en fait, même si on ne se connaît pas encore, mais vous m'écoutez, on a un certain échange, je parle beaucoup, d'accord? Mais en tout cas, au moins, on discute de choses qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Ça, c'est important. Bon, j'estime qu'une école digne de ce nom, comme Waldorf par exemple, devrait encore chercher à pousser tout ça pour améliorer en fait l'être humain, pour lui permettre de se diriger vers l'essentiel, et ce qui est essentiel pour vivre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment très important. Et à vrai dire, vu comment va le monde aujourd'hui, vu comment va la société, vu les maladies qui sont en exponentiel et qui se développent davantage, vu comment le monde va de plus en plus mal,
nous devrions tous se réunir, avoir une intelligence commune pour chercher comment vivre le plus simplement possible afin de percevoir une joie chez tout le monde. Et à ce moment-là, la santé sera maintenue très facilement. Merci. Je vous en prie, y a-t-il d'autres questions ou on finit? Je ne sais pas quelle heure il est. 8h04. 8h04. Bon, bah on va s'arrêter là alors. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci à vous beaucoup, Fares. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, c'est dommage parce que bon, j'ai un peu digressé, d'accord, mais il aurait dû avoir plus de gens. Bon, ça sera pour une prochaine fois. J'espère que je serai réinvité dans cette école. En France, il y a d'autres pôles, d'autres centres qui m'ouvrent leurs portes, mais malheureusement pas l'éducation nationale. C'est dommage d'ailleurs, parce que j'aurais bien voulu que l'éducation nationale m'ouvre ses portes. Ça va venir, parce qu'il y a beaucoup d'instituteurs, beaucoup de professeurs qui m'entendent m'exprimer, qui m'entendent parler, qui trouvent que j'ai un certain bon sens, bon, et qui sont percutés par ce que je peux leur apporter, par ce que je peux leur dire. Et lorsqu'ils expérimentent ensuite certaines choses, quand je leur en aurais parlé, ils voient les effets que ça produit. Et à ce moment-là, ils sont convaincus que ce que je raconte, bah, il y a de la vérité. Alors, bientôt, je pense que certaines écoles en France vont m'ouvrir leurs portes pour pouvoir communiquer ces choses qui sont pour moi essentielles et importantes, en fait. Importantes bah, pour tout le monde. Bon, je ne vous demande pas, moi, de changer votre alimentation. Bon, je consulte, hein, si vous voulez, comme je suis conseiller de santé naturelle, mais quoi qu'il en soit, ce qui importe, c'est de bien comprendre ce qui est fondamental pour se nourrir et maintenir la santé. Voilà. Après, est-ce que vous mangez, est-ce que vous devez changer, c'est votre affaire. Cela vous regarde en tant qu'individu. Bon. Si vous voulez de l'aide, si vous voulez être soutenu, vous faites appel à moi, d'accord, et puis on verra ensemble. Mais à partir de cette conférence, je ne cherche pas à bouleverser votre alimentation, je ne cherche pas à vous mettre dans le doute par rapport à ce qu'il faut manger, etc. Je n'essaye pas de vous faire douter de vous-même. Si chez vous, vous attend un bon poulet avec des frites, allez le manger. Ok, ne vous privez pas et mangez-le avec joie. Si vous voulez prendre un verre de vin rouge avec, il n'y a aucun problème. Faites ce qui vous semble être bon. Et puis ensuite, si vous voulez changer votre alimentation, prenez simplement le temps. Prenez ce temps et faites-le en conscience, sans paniquer, sans inquiétude. Et puis si vous avez des questions après, vous me contactez. Tout simplement. Voilà. Même si changer son alimentation, c'est délicat. C'est pas évident. En tout cas, certaines personnes ont essayé et bah, malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Donc ça doit être un changement alimentaire. On doit avoir un état d'esprit qui doit être toujours serein durant ce changement. Et si c'est fait avec force, si c'est fait avec le mental, si vous l'imposez, tandis que le corps veut manger un poulet et puis des frites, et bien à ce moment-là, vous allez contre ce que désire véritablement le corps. Et là, vous entrez en conflit avec lui. Et c'est là où ensuite, eh bien généralement, les changements alimentaires échouent. Ok ? Donc, il faut toujours s'écouter, il faut toujours ressentir. Et puis, il faut toujours être dans les conditions correctes pour pouvoir effectuer ces changements très facilement, très simplement. Et comme je vous l'ai dit, toujours penser à ça. Toujours penser à vivre avec aisance et simplicité. À partir de cet instant où il y a complication quelque part, c'est que ce n'est pas le moment, ce n'est pas la bonne route. Auquel cas, il faut voir quelque chose de beaucoup plus simple. Ça ne sert à rien de forcer, surtout en alimentation, surtout dans les changements alimentaires ou dans les changements de vie. Il faut toujours poser le problème et ensuite voir si c'est la bonne solution, la manière la plus simple, ou si c'est compliqué. Auquel cas, si c'est compliqué, il faut réfléchir, se positionner autrement par rapport au problème.
et puis après trouver la solution ailleurs. Voilà, c'est tout. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.